concours d'accès à l'ENSA physique pour l'année 2016. L'exercice numéro 1. Une salve d'ultrasons émise par un émetteur est reçue par deux récepteurs A et B, distants de D égale à 50 cm, reliés aux voies YA, YB d'un oscilloscope. Les signaux reçus sont décalés l'un par rapport à l'autre de n égale à 6 divisions. Et le coefficient de balayage est de B est égal à 0,25 millisecondes par division. Donc la question numéro 21, la vitesse des ultrasons dont l'air est proche d'eux. Donc, la vitesse des ultrasons, donc on a la distance entre les récepteurs A et B et D est égal à 50 cm, c'est-à-dire 0,5 m. Et le décalage sur l'oscilloscope est de n égale à 6 divisions. Et chaque division est égale à 0,25 millisecondes par division, c'est-à-dire que delta t, on va prendre le n, on va multiplier par 0,25, ça nous donne 1,5 millisecondes, c'est-à-dire 1,5 10 à la puissance moins 3 secondes. Et par suite, donc V est égal à D sur delta T, ça nous donne 333,33 qui est à peu près égal à 335 mètres par seconde, d'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'exercice 2, un vibreur frappe la surface de l'eau d'une cuve à onde à la fréquence de 5 Hz. La distance séparant les crêtes des 5 vagues consécutives est de 6 cm. Donc la question 22, la longueur d'onde de l'onde émise. Donc voici les ondes, on a 5 ondes, donc la distance séparatrice, ça s'appelle la longueur d'onde. Donc si on a 5 crêtes, alors on n'a que 4 lambda, c'est-à-dire la distance d'ici à ici est égale à 4 lambda. Donc on a D est égal à 4 lambda. Donc D, c'est cette mesure entre les crêtes. Donc on a 5 crêtes, donc entre deux crêtes, il y a un lambda. Donc lambda, il est égal à 10 sur 4, c'est-à-dire est égal à 0,06 sur 4, est égal à 1,5 cm. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 23, la position des crêtes des K vagues quand le vibreur est plus bas de sa course est 2. Donc le vibreur il est dans la position la plus bas. Donc voici le vibreur, il est ici et voici les crêtes. Donc la distance séparant deux crêtes, on voit qu'il est égal à lambda. Donc ça c'est puisqu'il est le vibreur est dans cette position-là, donc cette partie-là c'est lambda sur 2. Ce qui montre que le vibreur avec la crête ils sont en opposition de phase, car ici on a lambda sur 2. Donc le vibreur et la crête sont en opposition de phase. C'est-à-dire que IK est égal à 2K plus 1 lambda sur 2. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. L'exercice 3. Pour effectuer un plongeon, un plongeur saute d'un tremplin. Quand il quitte le tremplin, son centre d'inertie est en G0 à la hauteur H égale à 5 mètres au-dessus de l'eau
et son vecteur vitesse est V0. Elle fait un angle alpha de 45. Avec l'horizontale, en négligeant les frottements avec l'air et en considérant que comme origine de l'énergie potentielle nulle en haut, on prendra G0 est égal à 10 mètres par seconde carré comme valeur de l'accélération de la pesanteur. Donc la question 24, c'est la vitesse du centre de masse G0 du plongeur quand il pénètre dans l'eau, c'est-à-dire à la position H. Donc, on a ici, c'est G0. Il est situé à une hauteur H. Donc, lorsqu'on veut calculer la vitesse ici, il faut se référer à ce qu'on appelle la conservation de l'énergie mécanique, puisque les frottements sont négligeables. Donc, puisque les frottements sont négligeables, donc il y a conservation de l'énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie mécanique au point G0 égale l'énergie mécanique au point H. L'énergie mécanique au point G0, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Et l'énergie mécanique au point H, elle n'est égale que l'énergie cinétique. Car l'énergie potentielle ici, ça, c'est le référence. Donc, on se point ici, à cette partie-là, l'énergie potentielle, elle est nulle. Donc, d'après l'énoncé ici. Donc, d'où cette expression est égale à celle-là. Et on tire donc VH, donc c'est rien d'autre que la racine carrée de cette expression-là. Donc, tout ce calcul fait nous donne 11 mètres par seconde, c'est-à-dire il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. L'exercice 4. Un cascadeur souhaite réussir un saut dangereux avec sa voiture. Il s'engage alors sur un tremplin d'angle alpha. Et son centre d'inertie, véhicule plus cascadeur, arrive en eau avec une vitesse initiale V0 qui fait un angle avec l'horizontale, c'est-à-dire alpha, il vient ici. Elle voudrait que ce centre d'inertie atteigne le point C avec une vitesse parallèle au plateau. On se point ici. On néglige les frottements avec l'air et on note les données suivantes. Donc G0, OA, AB et BC. Et on donne la masse. Pour réussir ce saut, le tremplin doit avoir donc une valeur d'angle alpha. Donc quelle est la valeur parmi les 4 propositions ici? Et la question 26, pour réussir ce saut, la vitesse du centre de masse de véhicule, on sait. Donc quelle est la valeur de V au point C? Donc quel est l'angle alpha et quelle est la vitesse au point C? Donc on a OA, on a AB, on a BC. Donc au point O, ici, au point O. Ici, on a un angle alpha. Donc au point O, donc cet véhicule ne se mise que son poids, puisque les frottements sont négligeables. Donc P est égal à M gamma. Ça, c'est le principe fondamental de la dynamique au point O. C'est-à-dire par projection, il nous donne moins mg, elle est égale à m gamma, c'est-à-dire gamma est égal à moins g. C'est-à-dire, puisque gamma c'est d carré x carré sur dt au carré, et ça c'est dy carré sur dt au carré. Donc il n'y a pas d'accélération sur l'axe des x, donc c'est égal à 0, c'est égal à moins g. Donc la première intégration dans cette valeur ici,
puisque V0, on va la projeter ici, ça c'est V0 cosinus, et ça c'est V0 sinus. Donc ça c'est connu, donc on va trouver ces deux équations ici. Donc le x0 et le y0 égale à 0 en ce point ici. Donc ça c'est à l'instant t0, donc x0 est égal à y0 est égal à 0. Donc on fait sortir le t, donc t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et on la remplace dans cette expression ici pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc on va voir cette expression ici. Au point C, donc lorsqu'elle arrive au point C, donc la distance parcourue, c'est la distance, puisqu'il nous donne ici, AB est égal à 20. Donc cette distance à partir de O jusqu'au C, donc l'abscisse c'est 20. Et l'ordonnée ici, puisqu'on parle tout simplement à partir de l'axe ici. C'est-à-dire que cette distance ici, c'est cette distance moins celle-là. C'est-à-dire ça c'est BC et ça c'est OA. Donc, c'est la direction. Donc ça c'est BC c'est 6 et OA c'est 3. Donc cette distance qui nous intéresse. Donc cette distance ici, c'est ça l'ordonnée de C. Donc l'ordonnée, c'est cette partie-là. C'est BC moins OA, c'est-à-dire 6 moins 3, c'est 3. Donc C et les deux coordonnées 20 et 3. Donc il faut qu'on remplace le X par 20, on remplace le Y par 3. On a Y point de C, c'est-à-dire la vitesse au point C. Elle est égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Lorsqu'il atteint le point C, la vitesse elle est égale à 0. Donc ça égale à 0, on traîne T de C. Donc T de C est égal à cette valeur ici. Et par suite, on a X de C. On va remplacer ici. On va remplacer ici. On va remplacer Y ici. On va remplacer ici le T. Donc on aura X au point C. Elle est égale à cette valeur ici. On a remplacé T par cette valeur. Donc X de C, elle est égale à cette valeur ici. C'est-à-dire que 1 sur V0 au carré est égal à cette expression ici. C'est l'inverse. Donc on va la remplacer dans l'équation de la trajectoire. Pour faire, parce que on veut se débarrasser de V0, car on ne connaît pas la valeur de V0. Donc on a cette équation ici. Et maintenant, c'est tout simplement, on va remplacer le Y de C par 3 et le X de C par 20. On va trouver que tangente de alpha est égal à 3 sur 10. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. Alors on peut en déduire la vitesse au point C. Donc on a V de C, c'est la dérivée de x au point C, qui est égal à V0 cosinus alpha. Et on sait que V0, donc d'après cette expression-là, V0 est égal à racine carrée de x de C fois G sur cosinus alpha sinus alpha.
Donc c'est égal à cette expression ici. Donc on va la remplacer ici. Donc V0, on remplace par cette expression ici. On aura donc V de C, elle est égale à cette expression ici, qui multiplie cosinus de alpha. Donc on va entrer cosinus de alpha dans la racine, donc on va enlever ça au carré. Donc, puis on simplifie par cosinus alpha, donc il reste cosinus alpha, c'est-à-dire c'est 1 sur tangente alpha. La tangente alpha, on vient de trouver qui est égal à 3 sur 10. Donc on remplace G par 10, x de C par 20, et on trouve que cette expression, elle est égale à 20 racine de 5 sur 3. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Un satellite d'exploitation a une trajectoire circulaire. Il évolue à une hauteur de h égale à 180 km au-dessus de la Terre, pendant le rayon de la Terre R de T, et l'intensité du champ de pesanteur au niveau de la surface de la Terre, G0. Donc la vitesse lumière et la période du satellite. Donc quelle est l'expression qui vérifie à la fois V et T parmi les 4 propositions ici? Donc voici la Terre avec le rayon RT, voici le satellite, voici la hauteur au-dessus de la surface de la Terre. Ça c'est gamma n, ce qu'on appelle gamma, ça c'est gamma n, c'est-à-dire gamma centripète, et ça c'est la vitesse, elle est toujours tangentielle, elle est toujours tangente à au satellite. Donc satellite en orbite circulaire. Donc on a H, on a RT, on a G0. Donc on a ce qu'on appelle la force de gravitation. Et on a le poids. Donc la force de gravitation, elle est égale au poids. Et la force de gravitation, elle est égale à la masse qui est multipliée gamma normal. Ça c'est gamma normal ou bien centripète. Ça c'est gamma tangentiel. Et on sait que la force de gravitation, elle est donnée par son expression, c'est-à-dire la masse de satellite qui multiplie la masse de la Terre pour la constante G sur la distance au carré. Ça, c'est la distance RT plus H au carré, qui est égale à P, c'est-à-dire égal à MGH. Et cette expression ici, elle est égale à M gamma. Et gamma, c'est gamma N. Et gamma N, c'est V au carré sur RT plus H. Donc, dans cette expression-là, on fait tout simplement, c'est-à-dire simplifie par le M, on va trouver G de H. Ici, il nous donne gamma de N, qui est égal à V au carré sur RT plus H. Donc V au carré est égal à cette expression ici. C'est-à-dire que V est égal à cette expression ici. G0, donc ça c'est G0 à la surface de la Terre. C'est-à-dire H égale à 0. Lorsque H égale à 0, alors G0, elle est égale à cette expression ici. GMT sur RT au carré. C'est-à-dire qu'on remplace ici. On remplace ici H par 0. On va trouver que G0 est égal à cette expression ici. Donc, on a V, elle est égale à cette expression ici. Et on a G0 est égal à cette expression ici. Donc, il faut qu'on remplace GMT par G0 fois RT au carré.
Donc, ça c'est facile, donc on fait sortir le RT, donc elle reste cette expression ici. Donc voici la valeur de V. Maintenant, on calcule ce qu'on appelle la période. Donc la période, c'est t égale à 2pi sur oméga. Et puisque le mouvement il est circulaire, donc oméga il est égal à V sur RT plus H. C'est-à-dire que T il est égal à 2pi sur V sur RT plus H. C'est-à-dire égal à 2pi facteur de RT plus H sur V. Donc on a cette expression ici et on a V, on va la remplacer par son expression, donc ce qui nous donne cette expression ici. D'où il faut cocher la réponse A qui est juste, c'est-à-dire que V est égal à cette expression ici et T est égal à cette expression ici. L'exercice 6. On considère un solide assimilé à un point matériel dans un repère galiléen. La somme des forces appliquées à ce solide est nulle. La somme des forces appliquées au point matériel dans un repère galiléen est égale à 0. Donc, quelle est la réponse juste parmi ces réponses ici? Donc, puisque le solide soumis à des forces nulles, c'est-à-dire que la somme des forces elle est nulle. Si la somme des forces elle est nulle, c'est-à-dire l'accélération elle est nulle. Si l'accélération elle est nulle, alors le mouvement est dit rectiligne uniforme. Si il est dit rectiligne uniforme, c'est-à-dire que sa vitesse elle est constante. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc ça s'appelle le principe d'inertie. L'exercice numéro 7. Un pendule simple est constitué d'une masse ponctuelle accordée à un fil inextensible de longueur L est égale à 1 mètre. La mesure de sa période propre en un lieu situé sur la Terre où l'accélération de la pesanteur G0 vaut T0. Maintenant, on va prendre la pendule et on va la mettre sur la Lune avec G de L est égal à G0 sur 6. Donc, quelle est la période de la pendule lorsqu'il se trouve sur la Lune? On sait que la période de la pendule simple lorsqu'elle se trouve sur la Lune, elle est égale à 2pi racine carrée de L sur G de L. Ce qui, on remplace G de L par sa valeur, on va trouver cette expression ici. Or, 2pi racine carrée de L sur G0, ça c'est rien d'autre que T0. D'où TL, elle est égale à racine de 6 qui multiplie T0. C'est-à-dire est égal à 2 racine de 6. Donc, racine de 6, 2 racine de 2, 4 racine de 6, c'est racine de 2, racine de 3. Donc, à peu près est égal à 4,9 secondes. C'est-à-dire cette valeur ici, 2 racine de 2 racine de 3, elle est à peu près est égale à 3 racine de 3. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. Suite l'explosion d'une bombe à hydrogène de masse 20
millions de tonnes libèrent la même énergie que celle de 20 millions de tonnes de trinitroluène, c'est-à-dire TNT. Sachant que la masse d'une tonne de TNT libère 4,18 10 à la puissance 9 joules. Donc on prendra la vitesse de la lumière dans le vide et de l'ordre de 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Donc la perte de masse correspondante, masse d'une partie des constituants de la bombe qui s'est transformée en énergie cinétique communiquée à toutes les particules formées. Vaux. Donc quelle est la valeur de la perte de masse? Donc l'énergie libérée par la bombe nucléaire. Donc la masse de TNT équivalente, c'est 20 millions de tonnes, c'est-à-dire 20 à la puissance 10, à la puissance 6, ça c'est pour la première, c'est-à-dire ça c'est les millions, tonnes, c'est 10 à la puissance 3 kg. Ceci nous donne donc c'est 2 10 à la puissance 10 kg. L'énergie libérée par chaque tonne de TNT, c'est 4,18 10 à la puissance 9 joules. Et on a la vitesse de la lumière, donc calcul total de l'énergie. Donc l'énergie est égale à la masse qui multiplie l'énergie de TNT. C'est-à-dire est égale à, parce que ça c'est pour libérer par 1 tonne, alors qu'on a 20 millions de tonnes. Donc il faut qu'on multiplie ici. On va prendre cette valeur-là, on va la multiplier ici. Ça nous donne donc 8,36 10 à la puissance 19 joules. Ça c'est l'énergie totale. Donc la masse perdue, donc CE est égal à delta M C au carré. Donc delta M elle est égale à E sur C au carré. Donc ce qui nous donne 0,93 kg qui est à peu près égal à 0,95 kg. Donc il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. L'exercice 9. Donc, on a ln de 2 est égal à 0,7, ln de 3, ln de 5, ln de 7, ln de 10. Donc, le thorium TH qui a pour Z égale à 90 et pour A c'est 227 est radioactif de type alpha. Donc alpha c'est l'ion de hélium. Sa demi-vie est égale à 18 jours. On dispose à T égale à 0 d'une source de thorium de masse M0 est égale à 1 microgramme. Donc la question 31, la masse de thorium restant à la date T1 égale à 36 jours et. Donc la question 32, la date T'1 au bout de laquelle la masse initiale de thorium deviendra égale. L'exercice 9, radioactivité de thorium. On a M0, elle est égale à 1 microgramme. On a le demi-vie, T1 demi, elle est égale à 18 jours. Donc le temps écoulé, T1, c'est 36 jours. Donc 36, c'est 2 fois 18, c'est-à-dire c'est 2 qui multiplié T1 demi. Donc on a la loi de décroissance radioactive. Donc la masse à l'instant T1 est égale à la masse à l'instant T0, l'exponentielle de moins lambda T1. Et lambda, on connaît qui est égal à ln de 2 sur T1 demi. Donc on remplace ici. Donc ceci est égal à l'exponentielle de moins ln de 2 T1. On la remplace par 2 T1 demi sur T1 demi, on va le simplifier. Donc ça nous reste l'exponentielle de moins 2 ln de 2. Puisque M0 est égal à 1 microgramme. Donc ça, c'est l'exponentielle de moins ln 4. Donc l'exponentielle de moins ln 4, c'est 1 sur 4.
c'est-à-dire c'est 0,25. D'où la masse à l'instant T1, elle est égale à 0,25 microgrammes. Ça, c'est l'exponentielle de ln de 1 sur 4, c'est 1 sur 4, car l'exponentielle de ln de x, c'est x. Donc la question 32, la date T'1 pour que M0 est égal à 1 nanogramme. Donc, on a ici T'1 pour M1 égale à 1 nanogramme. Donc, M T'1, il est égal à 1, 10 moins 3, ça c'est 10 moins 3 microgrammes, car un nanogramme il est égal à 10 moins 3 microgrammes, qui est égal à M0, l'exponentielle de moins lambda T'1. Et lambda, il est égal à ln de 2 sur T1 demi, qui multiplie T'1. M0, il est égal à 1 microgramme. Donc, on va remplacer ln de 2 par 0,7, T1 demi par 18, on va trouver donc cette expression, donc cette expression-là, elle est égale à 10 moins 3. C'est-à-dire qu'on va passer au logarithme, donc cette expression-là est égale à ln de cette expression ici. D'où T'1, elle est égale à cette expression, ça, divisé par, donc c'est 18 fois 7 divisé par 0,7. Ça nous donne 180 jours. Donc T'1, il est égal à 180 jours. Donc il faut coucher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc la question 10, le sodium Na, Z égale à 11 et A égale à 24 grammes, et radioactif bêta-, bêta- de durée de demi-vie T1 demi est égal à 15 heures. La masse M0 nécessaire de Na pour que le débit d'émission initial soit équivalent à un courant électrique qui est égal à 0,1 mA est donné par l'expression. Donc, on a T1 demi est égal à 15 heures. On a la radioactivité, c'est bêta-, c'est-à-dire bêta-, c'est un électron. On a I égale à 10 moins 4 ampères. On a E égale à 1,6, 10 moins 19 coulombs. Et on a le nombre d'Avogadro, Na égale à 6,02, 10 à la puissance moins 23. Et on a la masse molaire de sodium, c'est 24 grammes par mol. Donc on sait que la quantité d'électricité, c'est Q est égal à 1, le nombre des électrons, qui est égal à NE, ça c'est NO, ça c'est le nombre des électrons, ça c'est la même écriture, et Q est égal à I fois T. C'est-à-dire que N elle est égale à IT sur E, donc tout ce calcul fait, ça nous donne cette expression ici. On a le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire, qui est égal à N sur Na. Donc est égal à 10 moins 4 T sur le nombre d'Avogadro, qui multiplie le nombre des électrons. Donc la masse M0, donc c'est le produit. C'est cette partie-là qui multiplie M. Donc c'est donc à l'instant T est égal à
T1,5. Donc, on va trouver que M0 est égal à cette expression ici. Donc, il faut coucher la réponse B, qui est la réponse juste. C'est la masse 0, c'est-à-dire à l'instant T1,5. Donc, l'exercice numéro 11. Un condensateur de capacité C égale à 5 millifarad est chargé à l'aide d'un générateur débitant un courant d'intensité constante I0 est égal à 2 milliampères. Donc, la question 34, la tension aux bornes des deux armatures du condensateur et l'énergie électrique stockée dans ce dernier au bout de 10 secondes sont données par les valeurs. Donc, il faut trouver la tension ainsi que l'énergie aux bornes de ces armatures pendant 10 secondes. Donc, on a C est égal à 5 millifarad, c'est-à-dire 5 10 moins 3 farad. On a I égale à 2 milliampères, c'est-à-dire 2 10 moins 3 ampères. On a T est égal à 10 secondes. Donc, la charge stockée dans les armatures. Donc, c'est Q est égal à I fois T. Donc, c'est cette expression-là qui m'explique ça, est égal à 2 10 moins 2 coulombs. La tension aux bornes des armatures, c'est Q sur C. Donc, elle est égale à 4 volts. L'énergie stockée, c'est tout simplement 1/2 de C U AB au carré. Donc, ce calcul fait, ça nous donne 4 10 moins 2 joules. D'où il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question numéro 35, c'est-à-dire l'exercice 12. Dans une bobine d'inductance L est égale à 500 millihenry et de résistance interne R est égale à 6 ohms, un générateur délivre une tension constante U égale à 24 volts. Donc on ferme le circuit générateur et bobine, l'énergie stockée dans la bobine en régime permanent et en régime permanent. Et donc on a l'inductance L, on a la résistance interne, on a la tension. Donc le courant en régime permanent, CI est égal à U sur R, qui est égal à 24 sur 6 égale à 4 ampères. Et l'énergie stockée dans la bobine, c'est 1/2 LI au carré. Donc tout ce calcul fait, ça nous donne EM est égal à 4 joules. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. L'exercice 13, soit un volume V qui est égal à 100 ml d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque CH3COOH de concentration molaire 10-2 mol par litre. Son pH à 25 degrés C vaut 3,4. Donc, sachant que 10 à la puissance moins 3,4, elle est égale à 4, 10 moins 4. Il y a eu une réaction acido-basique entre les couples. Donc, l'acide éthanoïque
et avec l'eau. En considérant que la transformation de l'acide éthanoïque en ion n'a pas été totale, c'est-à-dire que CH3COH, c'est un acide faible et se dissout tout simplement partiellement. Donc, les réactifs restants en particules CH3COH a pour nombre de moles. Donc, on veut le nombre de moles de restants de CH3COH. Donc, on a le volume, on a la concentration initiale. Ça, c'est le pH. Donc, c'est un virgule. Donc, il est égal à cette partie-là. Et on a la réaction. Donc, CH3COH plus H2O et se dissout partiellement, c'est-à-dire en équilibre. Et nous donne CH3CO au moins plus H plus ou bien H3 ou plus. Donc, à l'instant T égale à 0, on a le nombre de moles, c'est CV. Ici, c'est 0. Donc, à l'instant T est différent de 0, donc il apparaîtra un X ici, et ça, il va diminuer de X, puisque les coefficients stoichiométriques sont les mêmes. Donc, l'avancement final, CE est égal à H plus sur C, sur la concentration initiale. C'est-à-dire est égal à 4, 10 moins 4 sur 10 moins 2. Ça nous donne 0,04, c'est-à-dire 4%. Donc, le nombre de moles restants, c'est-à-dire cette partie-là. Donc, c'est CV moins X. Donc, C fois V moins X. X, c'est quoi? C'est la concentration des ions H+, fois V. Donc, on a V ici, V ici, donc on va la mettre en facteur. Donc, ça, on la connaît. Et ça, on la connaît. Et le volume, on la connaît. Donc, tout ce calcul fait nous donne 9,610 moins 4 moles. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc, cette valeur ici nous indique que l'acide a été partiellement dissocié, car ce terme-là, il est inférieur à 1. La question 16, bilan de l'électrolyse d'une solution très concentrée de chlorure de sodium. Donc, les données sont couple mises en jeu. Donc, Cl2 sur Cl-, H2O sur H2, volume molaire, c'est 30 litres par mol. Et Faraday, un Faraday est égal à 86 500 coulombs par mol. Cette cellule d'électrolyse industrielle qui permet de préparer des gaz fonctionne sous une tension U égale à 3,8 volts avec une intensité I égale à 4,5 10 à la puissance 4 ampères. Donc le volume de dichlore, c'est-à-dire Cl2, et de dihydrogène, c'est-à-dire H2, produits en un jour sont identiques et leur valeur commune est plus proche d'eux. Donc quel est le volume de Cl2 qui est égal au volume de H2? Donc, l'électrolyse industrielle dans cette équation ici. Donc, on a le volume, on a le nombre d'Avogadro, on a tout ça. Donc, dans une journée, donc c'est un jour, c'est 86 400 secondes. Donc, le volume de dichlore et d'hydrogène produit en un jour. Donc, tout d'abord, il faut calculer la charge électrique. Donc, Q est égal à I fois T. Donc, on a le I, on a le T. On va trouver qu'elle est égale à 3,888 10 à la puissance 9 coulombs. Donc, mol d'électrons. Donc, le nombre des électrons, c'est Q sur F.
elle est égale à cette valeur ici. Puisqu'on veut donc Cl2, donc on a la réaction, donc 2Cl2 dont Cl2 plus 2 électrons. Donc, d'après les coefficients stéréométriques ici, on voit que N de Cl2, donc le N, donc le nombre de moles de Cl2 sur 1, ici il y a 1, est égal à Ne sur 2. Donc Ne est égal à cette valeur ici, on va la diviser par 2. Donc le nombre de moles de Cl2 est égal à cette expression ici. Donc le nombre de moles, c'est le volume molaire. C'est-à-dire que V de Cl2 est égal à V de H2 est égal au nombre de moles fois le volume molaire. Donc cette expression ici, fois le volume molaire qui est égal à 30 litres par mol. Donc on va trouver qu'il est égal à 6,045 10 à la puissance 5 litres. Or, un litre, c'est 1 décimètre cube. Et 1 décimètre cube, c'est 10-3 mètres cubes. D'où V de Cl2 est égal à V de H2 est égal à cette expression ici qui multiplie cette expression ici. Donc, ceci est égal à 6 10 à la puissance 2 mètres cubes. Donc, le volume de Cl2 est égal à le volume de H2 est égal à 6 10 à la puissance 2 mètres cubes. Donc, il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La question 38, l'énergie consommée par mètre cube de dichlore préparé en un jour est proche de. Donc par mètre cube. Donc l'énergie consommée par mètre cube de dichlore, on a E, elle est égale à QU. Donc est égal à cette expression ici. Le volume de Cl2, elle est égal à cette expression ici. On vient de trouver ici. Donc l'énergie libérée par chaque mètre cube, il faut prendre cette valeur-là et la diviser par cette valeur ici. Donc on a ça divisé par ça. Ça nous donne donc à peu près 2, qui me suis dit, c'est la puissance 7 jours par mètre cube. Donc ceci à peu près est égal à 2, 10 à la puissance 7 joules par mètre cube. Donc il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Donc l'exercice 15, on souhaite protéger une lame de fer parallélépipédique. FE, solide de surface S, est égal à 36,4 cm². En la recouvrant de zinc Zn solide. Pour ce faire, on pratique une électrolyse à anode soluble. Le bain est une solution concentrée de chlorure de zinc 2, Zn2. Donc on a Zn2 plus de Cl-. Les données
on a un Faraday, on a la masse de zinc, on a le nu de, ça c'est ce qu'on appelle la masse volumique, c'est la masse volumique de zinc en grammes par centimètre cube. On désire déposer une épaisseur E qui est égale à 50 micromètres de zinc sur l'intégralité de la surface de la lame de fer. Donc la question 39, la masse du zinc correspondant est plus proche de. Donc, protection d'une lame de fer par le zinc, ce qu'on appelle la galvanisation. Donc, on a la surface, on a l'épaisseur, on a la masse volumique, on a la masse molaire, on a le nombre d'Avogadro, on a l'intensité de courant et on a la réaction au niveau de la note, c'est-à-dire Zn de plus 2 électrons, ça nous donne Zn. Donc, la masse de Zn nécessaire, on a V est égal à S fois E, est égal à cette expression-là, et on a donc M est égal à ρ V. Connaissant ρ et connaissant V, donc on en déduit le M est égal à 1,3 g. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La dernière question, on suppose dans cette question que la masse de zinc déposée sur l'électrolyte est égale à la diminution de la masse de l'électrode de zinc. Donc la durée de l'électrolyse, si on applique un courant électrique d'intensité I est égal à 0,5 ampères. Donc on veut la durée de l'électrolyse. Donc ça c'est la question 40. Donc durée de l'électrolyse. Donc là, combien de moles de zinc? Donc N, elle est égale à donc le nombre de moles de zinc, N, elle est égale à la masse sur la masse molaire. Donc on vient de calculer la masse, on sait la masse molaire, donc on a le nombre de moles. Donc on a l'équation ici. Donc le nombre de moles de Zn sur 1 est égal au nombre de moles des électrons sur 2, car le coefficient stoichiométrique ici c'est 1, c'est 2. Donc Ne, elle est égale à 1 sur 2, qui est égal à cette expression ici. Donc la charge nécessaire, c'est Q est égal à Ne fois F. Donc on va prendre cette valeur-là, on va la multiplier par 96 500. On va trouver le nombre, la quantité, on va trouver la quantité de charge en coulomb. Donc le temps, c'est tout simplement Q sur I. Donc ceci nous donne à peu près 8-10 à la puissance 3 secondes. C'est-à-dire que T, elle est égale à 8-10 à la puissance 3 secondes. Donc il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.